sur les examens qui doivent être faits en début de grossesse. Alors, quels sont les examens obligatoires, donc examens biologiques obligatoires qui doivent être faits lors de la déclaration de grossesse? Vous êtes obstétricien. Alors, j'entends la rubéole, très bien. La toxoplasmose, très bien. Alors, le VIH, c'est recommandé, mais ce n'est pas obligatoire et ça ne rentre pas dans la déclaration de grossesse. Mais ça peut être fait en effet, et puis ça peut être fait également à 6 mois. Quel autre examen est obligatoire? Donc, on l'a dit déjà, rubéole, toxoplasmose. Alors, les hépatites, c'est plutôt à 6 mois de grossesse. Une bactérie. Risque de transmission materno-fœtale. Une bactérie. Non, oui, alors l'hystéria en effet, mais il n'y a pas de sérologie. La syphilis. Mais vous allez avoir le cours, je crois. Il y a un autre cours. Alors, d'autres examens obligatoires qui ne sont pas des examens pour les maladies infectieuses. Alors, examen biologique, excusez-moi. Alors, bêta-CG, c'est pas dans la liste des examens obligatoires, c'est le groupage sanguin et la recherche d'anticorps irréguliers. Donc, nous allons nous intéresser, nous, plutôt à la toxoplasmose. Alors, on va regarder donc les interprétations sérologiques chez la femme enceinte. Alors, normalement, c'est le biologiste, si vous dessinez une carrière de biologiste, qui interprète les résultats de sérologie et qui vous les présente. Mais bon, c'est bien que l'obstétricien sache un petit peu ce qu'il va recevoir comme résultat sérologique dans le cadre donc, de ce bilan de toxoplasmose en début de grossesse. Donc, une jeune femme vous consulte, elle a fait un test de grossesse qui est positif. Les dates de dernière règle datent d'il y a 10 semaines. Donc, elle est à peu près à 2 mois de grossesse. Donc, quel test faites-vous pratiquer? C'est ce qu'on vient de voir. Pour la sérologie de la toxoplasmose, il faut faire un dosage des IgG et des IgM. Donc, si vous prescrivez sérologie toxoplasmose, le biologiste vous rendra systématiquement un résultat d'IgG et un résultat d'IgM. Alors, la sérologie de la toxoplasmose que vous avez prescrite est rendue IgG 0 unité internationale par ml. Les IgG sont toujours rendus en unité internationale par ml parce qu'ils sont dosés par rapport à un étalon international. Et IgM égale 0. Donc, alors, il faut savoir que quand vous avez un résultat de sérologie, le biologiste utilise des réactifs différents. Donc, il doit vous mettre le nom de la technique et le seuil de positivité de la technique. Là, on ne le fait pas parce que bon, ce qui est important, c'est que vous compreniez la logique de l'interprétation sérologique. Donc, quelle est votre interprétation? Alors, elle n'a jamais eu la toxoplasmose. C'est vrai. Alors, tout d'abord, on va dire qu'il y a absence d'anticorps. Donc, absence d'immunité, donc en effet, absence d'infection. Donc, si elle n'a jamais eu la toxoplasmose, il y a un risque qu'elle se contamine pendant sa grossesse. Et donc, le risque de contamination pendant la grossesse, il est pour qui? Pour la mère. Il est surtout pour le bébé, en effet. Et pourquoi il y a un risque pour le bébé avec la toxoplasmose? Il y a un passage donc vertical, en effet transplacentaire,
Et qu'est-ce que vous savez sur ce risque? Donc c'est ça. Très bien. Le risque de transmission, donc la probabilité que l'enfant soit infecté quand la mère fait une infection pendant la grossesse, augmente au cours de la grossesse. Et par contre, le risque d'avoir une infection sévère, lui, diminue au cours de la grossesse. Alors pourquoi le risque d'avoir une infection sévère diminue au cours de la grossesse? Il est de plus en plus formé. En effet, il y a la morphogénèse, l'embryogenèse. Et quelle autre raison également, tout simplement? Il peut synthétiser ses propres anticorps, donc il peut se défendre, en effet. Son système immunitaire commence à se développer. Alors, je vais un peu vite. Quelle est votre attitude sur ce résultat donc, qui vous est rendu? Alors, les mesures de prévention, en effet. Alors, pour éviter de se contaminer, alors c'est quoi la première mesure? D'accord, très bien. Quand il y a un chat dans le foyer, il faut éviter donc de changer la litière. Et si elle doit changer la litière parce que bon, son compagnon n'est pas là, elle doit mettre des gants et changer la litière quand? Attendre que ça sente bien mauvais. Il faut changer la litière tous les jours. Et pourquoi changer la litière tous les jours? Les éléments parasitaires potentiellement infestants, donc les oocytes qui sont éliminés dans les fesses du chat, deviennent infectants au bout de 2-3 jours dans le milieu extérieur, en effet. Donc en changeant la litière tous les jours, il y a moins de risques qu'il y ait des éléments infectants dans l'environnement. Alors, qu'est-ce que vous savez de la transmission de la toxoplasmose et le chat? Alors le chat, c'est l'hôte définitif, en effet, il fait partie du cycle du parasite. Mais est-ce que c'est le premier facteur de risque? Non. Quel est le premier facteur de risque de transmission? Alors, en effet, d'autres facteurs de risque, c'est de consommer de la viande pas bien cuite, qui n'aura pas été congelée auparavant, parce que la congélation tue le parasite, les kystes qui sont dans la viande. Congélation pendant 3 jours dans un congélateur domestique, donc à moins 18. Et également le fait de consommer donc des végétaux, des crudités qui sont mal lavés. Alors, le premier facteur de risque de transmission en France, c'est donc il y a une enquête épidémiologique qui a été faite, je crois que dans les années 95, qui a montré que c'est le fait de prendre un repas à l'extérieur. Parce qu'on ne sait pas comment les crudités sont lavées, en effet, quand on va au restaurant, par exemple. Alors, donc, les mesures d'hygiène, je crois qu'on a fait le tour. Alors, si on fait du jardinage, il faut mettre des gants. Quand on fait la cuisine, bien se laver les mains après. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme attitude? Alors, les recommandations d'hygiène doivent être données de façon écrite. Ça, c'est les recommandations de la Haute Autorité de Santé. Alors, souvent, le biologiste les donne avec le résultat, quand c'est une première sérologie. Quelle autre attitude vous allez avoir? Voilà. Donc, une femme enceinte qui est séronégative pour la toxoplasmose, elle est à risque de se contaminer. Donc, même si elle a les recommandations d'hygiène, elle peut toujours se contaminer. Voilà. Donc, on va faire une sérologie mensuelle jusqu'à l'accouchement. Alors, il est recommandé de faire une sérologie 15 jours, 1 mois après l'accouchement, pour une question donc de fenêtre sérologique muette, qui fait que si on fait
un prélèvement à l'accouchement que la patiente s'infecte dans les 10 jours avant l'accouchement, on peut passer à côté du diagnostic par la sérologie. Alors une autre question, pourquoi faire ce suivi sérologique mensuel ? Est-ce que les recommandations d'hygiène ne sont pas suffisantes ? Et si la patiente se contamine, est-ce qu'elle va savoir qu'elle est contaminée ? Alors j'entends non. 80% de... C'est ça. Donc la toxoplasmose chez un sujet immunocompétent, donc toxoplasmose acquise, c'est 80% de formes asymptomatiques en Occident, donc en France. Ce qui veut dire qu'une femme qui va faire une infection, elle n'aura pas forcément de signes cliniques. C'est pour ça qu'il y a ce suivi sérologique mensuel pour diagnostiquer de façon biologique l'infection pendant la grossesse. Donc voilà, c'était les réponses qu'il fallait donner. Tu veux continuer ? Donc un autre cas clinique, un autre exemple. Donc voilà, même contexte, une femme enceinte avec date des dernières règles 10 semaines et qui arrive et qui se présente avec le résultat d'une sérologie qui montre ses taux. Comment pouvez-vous interpréter ce résultat et quelle sera votre attitude ? Donc il n'y a pas d'IgM. Et donc vous basez votre conclusion sur l'absence d'IgM. D'accord. Donc à la limite, on pourrait ne pas faire des IgG. D'accord. Donc là, vous avez donc des IgG. Il faut il faut évaluer le taux. Est-ce que ce sont des taux faibles, modérés ou très élevés ? Ça vous permettra après, il y a une cinétique que vous avez dû voir, qu'on va vous remontrer. Et donc, 120 unités internationales par ml, pour vous, ça correspond à un taux qui est très élevé, très modéré ou très faible ? Comment ? Très élevé ? Non, c'est pas très élevé. Il faut savoir que les IgG apparaissent au bout de 3 semaines pour augmenter progressivement jusqu'à des taux qui peuvent être là très élevés, jusqu'à 800, 1000 unités internationales. Puis, vous restez en plateau, diminuer progressivement et rester à des taux qu'on va appeler résiduels. Et on considère que les taux résiduels sont compris entre le seuil de détection, c'est-à-dire 8 à 10 unités internationales par ml selon les techniques, à 350. Donc, vous êtes dans cette fourchette. Et dans cette fourchette, vous avez des taux extrêmement faibles, autour de 10. Jusqu'à 50, ça reste faible. Et vous pouvez considérer que c'est modéré de 50 à 350. Donc là, vous avez des taux modérés. Donc, votre interprétation sur ce résultat, vous avez besoin de tests complémentaires, tout va bien. Donc, ce que vous notez, donc, ce que vous voyez, des taux modérés d'IgG, absence d'IgM, et votre conclusion sera une probable immunisation. Mais vous arrêtez là ? Oui, vous lui dites, vous êtes immunisé. Donc, vous n'avez pas de risque d'infection pendant votre grossesse et on arrête la surveillance. Comment ? Voilà, de façon systématique, on doit en refaire une deuxième pour 2 raisons. Alors, une raison qui est exceptionnelle mais qui peut arriver, une erreur de tube. Et la deuxième raison, c'est il existe des séroconversions ou des des infections
sans l'apparition des IgM. Et donc là, dans ces conditions, on va se baser sur une ascension des IgG. Et on peut parler d'une ascension des IgG sur 2 sérologies faites à 3 semaines d'intervalle, où vous allez donc regarder la stabilité ou l'absence de stabilité des taux des IgG. Donc votre conclusion était bonne. Probable immunisation contre la toxoplasmose, résultat à confirmer par un deuxième prélèvement dans 3 semaines. Voilà. Donc elle refait ce prélèvement 3 semaines après et elle arrive avec ses résultats. Qu'est-ce que vous en pensez et quelle sera votre conclusion? Oui. Donc vous allez comparer les deux valeurs, 120 et 140. 140, c'est plus que 120 et ça vous inquiète ou pas? Ah non, mais c'est l'ascension qui est intéressante à voir. Et pour évaluer une augmentation des IgG significative, c'est un doublement. Donc là, on n'a pas de doublement, on n'est pas à 240. D'accord ? Donc là, vous pouvez conclure à une stabilité des IgG et donc effectivement à une infection ancienne et à une immunisation, donc une protection. Normalement, vous êtes obligé de refaire pour pouvoir comparer des taux. Là, c'est le même laboratoire, donc après, c'est la même technique. Mais normalement, vous êtes obligé de comparer en parallèle et de refaire pendant la même technique la sérologie et la détection d'IgG. Mais en pratique, lorsqu'il n'y a pas d'enjeu comme là, on ne le fait pas. D'accord ? Donc votre conclusion sera stabilité des IgG, c'est le point important. Anticorps dans la fenêtre qu'on a vue, résiduel, et arrêt du suivi. On s'arrête là. La femme n'a plus à être suivie et elle est protégée. Oui. Ouais. Alors, bien sûr, on aurait pu faire un test d'avidité, mais ça aurait été vraiment inutile, dans la mesure où là, vous voyez que c'est stable, et que donc vous êtes sur une toxo ancienne, puisque vous n'avez pas non plus d'IgM. Et le test d'avidité aurait pu même vous compliquer les choses, parce que soit l'avidité est élevée, vous permettant d'éliminer une toxoplasmose survenue dans les 2 mois avant le premier prélèvement, soit ce taux est faible, ce qui arrive parfois, même si la toxoplasmose est relativement ancienne, et dans ces conditions, vous ne pouvez pas l'interpréter, et même vous serez gêné. Donc là, sur une sérologie comme ça, avec des anticorps IgG modérés, stables sur 3 semaines, en absence d'IgM, vous n'avez pas de question à vous poser, c'est une infection ancienne. Oui, c'est ce que je viens de vous dire, 2 fois la valeur. Donc là, si vous aviez eu, par exemple, au-delà de 240, lors du deuxième dosage, là, vous auriez pu dire que les taux d'IgG n'étaient pas stables. Il aurait fallu confirmer en faisant le dosage dans une même série. Et là, vous aviez une ascension qui correspond donc à la courbe d'ascension que l'on voit dans les 3 premiers mois après la contamination. Alors là, vous avez donc le cas d'une patiente qui est enceinte, qui vient vous voir, qui est donc 10 semaines d'aménorrhée. Et vous avez donc prescrit une première sérologie où il a été rendu IgG 400 unités internationales par ml, IgM positive à 5, parce que le seuil est supérieur de positivité, c'est supérieur à 1. Une deuxième sérologie donc, a été faite 3 semaines d'intervalle après, parce que vous l'avez prescrite. Et là, il est rendu en reprise en parallèle par rapport au premier prélèvement. IgG égale 300 UI par ml et IgM 5. Alors, quelle est votre interprétation devant cette évolution du taux des anticorps IgG et l'évolution donc
de la présence d'IgM. Stable ou pas stable? Les taux d'IgG. Ils sont stables. Hein. Donc, il n'y a pas de variation de plus du double par rapport au premier prélèvement ou pas de variation de moins du double, si on voulait dire qu'il y avait une diminution, parce que ça peut arriver. Hein. Donc, taux d'IgG stable, présence d'IgM. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Pardon? Il y a des IgM aux deux prélèvements. Alors, la présence d'IgM vous inquiète? Oui ou non? Oui, pourquoi? Alors, ça voudrait dire, est-ce que la présence d'IgM est systématiquement l'image d'une infection récente? Non. Donc, c'est vrai que dans une infection récente, on a, dans la grande majorité des cas, des IgM, mais on peut avoir donc une infection récente sans IgM, c'est très rare, mais ça peut arriver, et on peut avoir des IgM résiduels qui vont persister jusqu'à 18 mois après la contamination, donc ça c'est possible. Les IgM peuvent persister jusqu'à 18 mois après la contamination, et on peut avoir des IgM non spécifiques. C'est-à-dire le test sort positif, mais en fait, ce n'est pas du tout lié à une toxoplasmose. Hein. Donc là, sur ces résultats-là, il n'y a que la variation du taux des IgG qui va vous permettre de conclure. Et quand on a des taux stables d'IgG, on peut dire que l'infection date de plus de 2 mois par rapport au premier prélèvement. Hein, donc là, c'est une infection qui est antérieure au début de la grossesse, puisque cette patiente elle est enceinte de 2 mois. On peut ainsi conclure sur la cinétique d'évolution des anticorps, des IgG. Je pense que ça, c'est important. Alors, ce qui est même recommandé par la Haute Autorité de Santé, hein, c'est de faire une sérologie en prénatal. C'est-à-dire que les jeunes femmes en âge de procréer, donc mesdames, hein, faites-vous faire une sérologie de la toxoplasmose avant d'avoir un désir de grossesse. Comme ça, on sait si vous êtes immunisé ou pas et s'il y a un risque. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire comme test? Donc, on en a parlé tout à l'heure, hein, pour savoir si, donc dès la première sérologie, parce que c'est inquiétant, les patientes, dès qu'il y a des IgM, elles peuvent être inquiétées, hein, et elles vont voir sur Internet et voient donc des choses affreuses de la toxoplasmose congénitale. Et donc, quel test pourrait être fait pour essayer de rassurer l'avidité? En effet, donc si l'avidité est élevée, c'est ce qu'on vous a dit tout à l'heure, on peut exclure l'infection récente dès le premier prélèvement. Il faudra faire un contrôle tout de même. Par contre, hein, si l'avidité est faible ou intermédiaire, on ne pourra pas conclure et il faudra vraiment conclure sur l'évolution du taux des IgG. Tu fais... Alors, ce nouveau cas, le 4e cas, toujours même terme, 10 semaines de retard de règles et une sérologie de la toxoplasmose qui était lors de la première, de premiers résultats à 100 en IgG. Donc, vous voyez, vraiment modéré bas, et des IgM à 20, avec un seuil donc à 1, donc positif. Et vous avez d'emblée la femme enceinte vient avec la deuxième sérologie, qui a été faite à 3 semaines d'intervalle, et qui vous montre ce résultat, donc qui vous permet donc d'interpréter le résultat. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Comment? Alors, il faut l'expliquer hein, sur le compte-rendu. Voilà, les IgG ont augmenté de façon significative,
puisque ça a augmenté effectivement de 3 fois. Et vous pouvez remarquer, alors là, quand vous avez l'habitude de lire les sérologies, vous pouvez remarquer que les IgM sont franchement élevés, hein, et non pas juste à la limite de positivité. Là, on est à 20. Et là, effectivement, vous voyez une ascension en 3 semaines. Vous voyez comme ça va vite, hein, des IgG avec un triplement des IgG. Donc là, vous êtes avec une femme qui a fait une séroconversion, enfin qui a une infection récente, et maintenant il va falloir dater l'infection par rapport à la date de grossesse. Alors, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à sa date de grossesse? Là, vous n'avez pas la date de grossesse, vous avez la date des dernières règles. Après quoi? Elle tombe enceinte. 10 semaines, ça fait combien de semaines d'aménorrhée? Non, ça fait à peu près 8 semaines d'aménorrhée. Oui, ça fait 8 semaines d'aménorrhée. Elle est à 8 semaines de grossesse, hein, d'accord? Donc elle est à 8 semaines de grossesse, et donc vous faites votre calcul par rapport à 8 semaines de grossesse. Donc vous pouvez dater exactement l'infection par rapport à sa grossesse, qui est de 8 semaines. Donc quand vous avez 100 unités la première fois et 20 en IgM, vous pouvez considérer, vous allez donc travailler sur la date d'apparition des IgM. En combien de temps on a des IgM par rapport à la contamination? En combien de temps on voit apparaître les IgG? D'abord IgM, puis IgG. IgM, 2 semaines à peu près, c'est ça que vous avez dit? Et IgG, à peu près 3 semaines. D'accord? Donc là, vous êtes déjà à plus de 3 semaines de contamination, hein, lors de la première sérologie. Et pour arriver à 100, vous pouvez déjà rajouter 4-5 semaines. Non, au total. Donc, si la première sérologie est faite, la toxo remonte à 4 ou 5 semaines avant la première sérologie, vous pouvez donc considérer que c'est vraiment du périconceptionnel, quoi. Mais effectivement, pendant la grossesse. Donc, vous avez une ascension significative des taux des IgG, une séroconversion récente avec datation estimée à moins de 2 mois avant le prélèvement. Mais le prélèvement a été fait à 4 semaines, à 5 semaines de grossesse. D'accord? Et plus d'1 mois. Donc, vous êtes vraiment, ouais, même pas tout à fait 2 semaines d'aménorrhée, oui, 1 à 3 semaines d'aménorrhée. Enfin, vous êtes vraiment en périconceptionnel, mais pendant la grossesse. D'accord? Oui? Bah, à ton avis? Ah bah non. Qu'est-ce qui contamine, qu'est-ce qui risque de contaminer le fœtus? Ah. Déjà, c'est pas bien. Et le parasite, il faut qu'il soit circulant. Or, il n'est pas circulant pendant très longtemps. C'est vraiment au moment de la contamination. Vous avez le risque de transmission. Ah, oui. Votre collègue tout à l'heure parlait du risque de transmission de la toxoplasmose pendant la grossesse, donc qui augmente au cours de la grossesse. Il faut savoir qu'au premier trimestre de la grossesse, le risque de transmission est de 10%. Mais au début de la grossesse,
il est de 0,1%. Donc c'est très très faible. Donc il n'y a quasiment pas de risque de transmission quand on s'infecte au tout début, dans les premiers jours de la grossesse. Et encore moins de risque de transmission quand on s'infecte dans les quelques jours qui précèdent le début de la grossesse. Hein. Donc en fait, plus on va aller dans la grossesse, plus il y avoir un risque de transmission. Et à la fin du premier mois, le risque de transmission est de 2%. Donc c'est important de savoir quand a eu lieu l'infection, justement pour rassurer la patiente et puis vous pour savoir si vraiment il y aura un risque important ou pas pour la prise en charge ultérieure. Voilà. Alors là, on va voir la prise en charge d'une séroconversion pendant la grossesse. Alors, que veut dire séroconversion? Changement de statut sérologique, très bien. Donc, non, c'est important. Séroconversion ne veut pas dire infection, d'accord? Séroconversion, c'est parce qu'on a fait une sérologie et qu'on voit le patient qui change de statut sérologique. C'est très important. Donc, c'est une femme enceinte que vous voyez, qui a des dates de dernière règle le 30 juillet 2016. Première sérologie, donc qui est faite le 15 septembre. Elle a des IgG négatives, des IgM négatives. Un mois après, le 16 octobre, elle a des IgG négatives et des IgM positives. Le 29 octobre, donc à peu près 15 jours après, donc très rapidement, vous avez prescrit un contrôle et là vous avez IgG à 38 et des IgM à 15. Donc quelle est votre conclusion ou que va conclure le biologiste devant ce suivi sérologique? Donc c'est une séroconversion. C'est le cas ici, daté pratiquement à 4 jours près. Donc, alors, on va parler de séroconversion à quel moment? Le 16 octobre ou le 29 octobre? Alors, le 16. Qui dit le 16? J'ai entendu le 16. Pourquoi le 16? Il y a apparition d'IgM. Qui c'est qui dit le 29 octobre? Pourquoi le 29 octobre? Parce qu'il y a des IgG qui apparaissent. Alors, ceux qui disent qu'il y a des IgG qui apparaissent, pourquoi c'est l'apparition des IgG qui confirme la séroconversion? En effet, donc c'est ceux qui disent le 29 octobre qu'on peut parler vraiment de séroconversion confirmée, qui ont juste, parce qu'en effet, il n'y a que l'apparition des IgG qui va confirmer la séroconversion, donc l'infection qui a lieu. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on peut avoir des IgM non spécifiques. Vous allez avoir des femmes enceintes qui vont avoir des IgM sans IgG tout le long de leur grossesse, parce qu'on va les suivre régulièrement. Parce que pendant la grossesse, il y a un désordre immunitaire, voilà, et qui peut faire apparaître des IgM non spécifiques de la toxoplasmose. Donc c'est vraiment l'apparition d'IgG. Donc apparition d'IgG qui confirme la séroconversion. Quand c'est que vous datez par rapport au terme de la grossesse, vous datez cette... Alors, on ne va pas dater la séroconversion. Ce qui nous intéresse, c'est dater la contamination, donc l'infection. Vous datez quand l'infection? Qu'est-ce qu'on vous a dit tout à l'heure? Les IgM, ils apparaissent 2 semaines. Donc, elle se serait contaminée début octobre, en effet. Donc, infection début octobre. Et en effet, cette patiente a eu début octobre des ganglions. Et donc, la cinétique des anticorps est également en faveur. Donc, c'est une infection au premier trimestre, vers 8-9 semaines d'aménorrhée. Donc, vers 6-7 semaines de grossesse. Donc, je vous ai dit, au premier trimestre, 10% de risque de transmission. Donc,
Ça, il faudra l'expliquer à la patiente. C'est pas énorme, mais il y a tout de même un risque. Et puis, c'est vrai que le risque peut être... il peut y avoir un risque de transmission et un risque d'infection sévère. Alors, qu'est-ce que vous allez lui prescrire? Vous êtes obstétricien. Il y a une infection pendant la grossesse. Un suivi échographique rapproché, donc mensuel, jusqu'à l'accouchement. De là, j'ai entendu, de là, spiramycine. Donc la spiramycine qui est un parasitostatique pour éviter donc le transfert transplacentaire, puisque la spiramycine se concentrerait autour du placenta. Et qu'est-ce qu'on peut prescrire encore? Hein? Elle n'a plus aucune chance de transmettre après. Oui. Alors, ce qui se passe, il y a eu des études qui montrent que il peut y avoir donc des circulations prolongées du parasite, ce qui fait que quand on va donner la spiramycine, il y a un risque de transmission accru si on ne donne pas la spiramycine dans les 2 mois qui suivent la contamination. Donc, vous voyez, il y a 2 mois de battement. Donc, si on donne 1 mois après la contamination, on a encore des chances d'éviter la transmission. Mais c'est des études. Mais vous avez tout à fait raison. Le risque de transmission, il est majeur, puisque la circulation du parasite se fait dans les 10 jours qui suivent la contamination. Donc, plus on traite précocement, plus on a des chances d'éviter la transmission. Mais bon, les études montrent ça. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut prescrire d'autre? Donc, les échographies pour voir s'il y a des anomalies provoquées par le toxoplasme. La myosynthèse. Oui, ça y est, c'est dit. Donc, oui. Donc, en effet, la myosynthèse. La myosynthèse qui va permettre de savoir s'il y a eu l'infection du fœtus. C'est que comme ça qu'on sait au niveau biologique. Donc la myosynthèse, elle est faite après 18 semaines d'aménorrhée et 4 semaines après la date présumée de l'infection. Parce que donc à cause de ces circulations prolongées de parasites, si jamais le parasite doit passer après, on se laisse le temps de 4 semaines. Alors elle vous demande quel est le risque pour son bébé. Donc on en a parlé déjà. Risque de transmission donc d'à peu près 10% au premier trimestre. Et donc on va dire pas très important. Par contre, risque d'infection sévère qui existe. Alors tout de même, il faut rassurer donc cette patiente qu'on va faire le suivi échographique pour voir s'il y a des anomalies. Et si anomalie, on peut proposer l'interruption thérapeutique de grossesse. On propose également donc la myosynthèse pour voir s'il y a une infection du parasite, donc s'il est passé. Et là, on peut traiter le fœtus si jamais il est infecté, parce que les résultats de la myosynthèse le montrent. Donc, la patiente a accepté la myosynthèse, mais certaines patientes refusent. C'est leur droit. Et là, il y a eu donc une PCR toxoplasmose de fait sur le liquide amniotique et une inoculation à la souris, donc ça se fait de moins en moins. Et ces résultats sont négatifs. Donc, qu'est-ce que vous allez lui répondre? Que le fœtus n'est pas infecté. Donc, il y a de grandes chances qu'il ne soit pas infecté, en plus vu le risque de transmission faible,
qu'est-ce que vous allez continuer à faire? Donc, elle va continuer son traitement par spiramycine et le suivi échographique mensuel. Et pourquoi on continue? Pourquoi on ne s'arrête pas là? Il aurait pu ne pas être détecté parce que la PCR n'est pas assez sensible, hein, ou parce qu'il passe après. On ne sait pas pourquoi. Hein. Donc, il y a à peu près 10% de résultats faussement négatifs en PCR toxoplasmose au moment de la myosynthèse. Donc, à l'accouchement, vous savez qu'il y a un bilan qui va être fait chez l'enfant. Donc, qu'est-ce que vous faites comme bilan? Alors, échographie transfontanellaire pour voir s'il y a des lésions donc, au niveau cérébral. On y fait un fond d'œil, un examen clinique approfondi. Et puis, au niveau biologique, donc des sérologies comparatives mère-enfant. On peut faire une recherche du parasite donc, dans le placenta ou dans le, ou dans le liquide amniotique néonatal. Voilà. Donc, je vais enlever le... Alors, les sérologies comparatives mère-enfant se font par la technique du Western blot, qui permet de voir les anticorps de la mère et les anticorps de l'enfant. Alors, chez cet enfant, tout est négatif. Donc, on montre que cet enfant a des anticorps maternels transmis. Le fond d'œil est négatif, le TF est normal. Est-ce que vous allez traiter le bébé? Alors, j'entends non, même pas. Jusqu'à quand on continue la surveillance de l'enfant? Quand le bilan néonatal est négatif. Donc, on ne traite pas l'enfant, vous avez tout à fait raison. On continue la surveillance sérologique. Donc, on va faire des dosages d'IgG, d'IgM jusqu'à disparition des IgG maternelles transmises. Et c'est seulement à ce moment-là qu'on pourra dire que l'enfant a un indemne de toxoplasmose congénitale. Vous estimez ça à combien de temps? 6 mois, et on va surveiller un tout petit peu plus longtemps pour être sûr de ne pas rater une augmentation due à des IgG qui, là, seraient synthétisés par l'enfant s'il avait été contaminé et qui apparaissent secondairement. Donc, on fait une surveillance pendant 1 an. Et si au bout d'1 an, la sérologie est négative, on arrête tout. On arrête tout en disant que cet enfant n'a pas eu de toxoplasmose congénitale et on passe à autre chose. Voilà. Merci.